Pour ce numéro d'African Woman 2.0, nous recevons aujourd'hui Amissa Arfal. Diplômée de l'Université américaine de Paris en communication internationale, elle débute sa carrière à New York. En 2010, elle lance Intelligence Presse et devient la première femme à fonder un magazine politico-économique au Sénégal. Bonjour Ami. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter, c'est un plaisir et un grand honneur d'être là. D'accord. Comment se passe le séjour à Abidjan? Très bien, je me sens très bien accueillie, les Ivoiriens sont magnifiques. D'accord. Et tu vas goûter la tchéka après? Je vais goûter, c'est sur ma liste. Tu aurais dû commencer depuis hier. Hein? Oui, je suis arrivée un peu tard, fatiguée, mais c'est une priorité le attiqué. D'accord. Alors, tu es consultante internationale, directrice de publication d'intelligence et initiatrice de la grande rentrée citoyenne. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire de la communication? Alors, je pourrais écrire un livre sur ce qui m'a poussée à faire la communication parce que je suis passionnée de communication. Et je pense que le fait d'avoir été dans une université avec plusieurs nationalités où l'Afrique avait toujours ce regard condescendant jeté sur elle, je pense que tout ça fait que j'avais envie de communiquer souvent et la meilleure façon de le faire, c'était d'apprendre à dire ce qu'on pensait, apprendre à aider les autres à exprimer ce qu'ils pensaient. Et au fur et à mesure qu'on découvre toutes les opportunités de ce secteur du point de vue commercial, marketing, expansion, promotion, j'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait avoir quand on pouvait, la communication telle une science. Et aujourd'hui, tout est communication. Tout est communication. Donc pour moi, la communication, c'est bien, mais quand c'est une communication internationale, c'est encore mieux. D'où ma formation et en administration des affaires internationales également, parce que c'était important d'avoir un peu de management dans les bagages. Et je pense que c'était un choix que je ne regrette pas en tout cas. Tu sais, parfois les gens disent en fait, depuis petite, je voulais parler à la télé, ou depuis petite, je voulais faire ci. Donc, non, toi, non, pas forcément. C'est quand tu es arrivée à l'université que tu as eu ce désir? Je pense. Et le fait d'avoir été très souvent seule dans mon studio d'étudiante, je pense que tout ça a fait que j'ai passé beaucoup de temps avec les magazines. Et j'ai réalisé l'opportunité qu'il y avait de communiquer à travers une plateforme de façon régulière. Et quand j'étais à New York, j'étais là-bas au moment où il y avait la campagne de Barack Obama. Oui, en 2007. Exactement. Et je l'ai rencontré, je l'ai écouté. Et il m'a tellement inspirée quand il parlait de change comes from the bottom up, à savoir le changement vient du bas pour aller vers le haut, que je me suis dit qu'on avait notre rôle à jouer en Afrique. Et quand je suis arrivée, entre-temps, j'essayais vraiment, pour pousser les jeunes vraiment à le soutenir. Et c'est comme ça que j'ai retenu l'attention du New York Times. Et cela a retenu l'attention des journaux sur place. Et le fait d'être interviewée, à la suite de ça, j'ai découvert ce que c'était cette communication avec les médias, de façon aussi spontanée, suivie. Et ça m'a inspirée. Je me suis dit, pourquoi ne pas pousser ça plus loin avec sa propre plateforme. Et j'étais là toute seule à écrire un magazine et je ne savais pas que ça allait aller aussi loin. C'était juste quelque chose que je me suis essayée à ça. Et pour le premier numéro, j'avais plusieurs articles que j'ai dû écrire toute seule parce que je n'avais pas d'équipe. Et c'est comme ça que c'est venu. Je l'ai appelé Intelligence et depuis lors, Voilà, l'aventure a commencé. L'aventure a commencé. Donc en fait, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune alors? Quand j'étais jeune, je n'ose pas dire que je voulais être chanteuse. C'est une autre forme de communication. Hein? Une autre forme de communication. C'est une autre forme d'expression. Mais j'adorais Céline Dion, j'adorais Whitney Houston, donc j'adorais chanter. Et à chaque fois qu'il y avait des activités à l'école, je chantais, je faisais un peu de théâtre aussi. En tout cas, j'aimais m'exprimer en public. C'est quelque chose que j'ai découvert très vite au lycée. Et souvent, j'étais la narratrice d'ailleurs, sauf quand j'ai joué Lady Macbeth. Et c'est là où je me suis dit, ah, peut-être que je peux parler en public, etc. Et c'est venu de là. Et depuis lors, j'ai continué sur ce chemin. C'est peut-être ça que j'ai pu arrêter. Tu as fait tes études à Paris. Comment tu t'es retrouvée à New York alors?
Alors, c'était parti sur la base d'une offre d'emploi que j'avais vue sur Internet. Je recherchais depuis quelque temps parce que je voulais vraiment avoir une expérience aux États-Unis pour améliorer toujours mon anglais et surtout, à l'époque, j'entendais souvent time is money, time is money. Donc, je me disais, ce time is money, il faudrait peut-être que je l'expérimente. Et j'ai pris l'avion de Paris, je suis allée un week-end à New York, on m'a interviewée et tout de suite ils m'ont dit « vous êtes acceptée ». J'ai dit bah, « tant mieux alors, je déménage ». Donc c'était ton premier emploi? C'était mon premier emploi et j'étais dans une une compagnie de IT, Information Technology, et on était beaucoup dans le Tri-State. On faisait New York, Connecticut et New Jersey. Et c'était vraiment agréable d'être entourée de professionnels, d'être certes la plus jeune, mais d'être entourée, d'être accompagnée et d'avoir une voix dans une entreprise américaine. Pour moi, c'était très stimulant, c'était motivant parce que ça te donne confiance en toi, de te dire que tiens, ce que je dis compte, malgré le fait que je viens juste d'avoir mon bachelor. Ça m'a donné beaucoup d'assurance et le fait également de voyager, d'aller à la rencontre d'entreprises, d'essayer de proposer un produit qui n'était pas forcément le mien, mais que je représentais. Je pense que tout ça a participé à me donner le sentiment que j'avais peut-être quelque chose à faire dans le domaine de la communication et des médias. Ouais. Et donc tu parles de ta rencontre avec Barack Obama. Oui. Mais ça s'est fait à quel moment? C'était après que tu aies commencé à travailler? Alors, j'ai rencontré Barack Obama en 2007. J'étais encore dans l'entreprise américaine Stamp Systems. Et ça s'était très bien passé. Mais comment s'est fait la rencontre en fait? Parce que nous, c'est ce qu'on veut savoir. Il y avait une conférence qui se tenait à New York. Et je suis partie à cette conférence et j'ai pu échanger avec lui le jour de cette conférence. Il n'était même pas encore candidat déclaré des démocrates. C'est vrai, donc il était juste sénateur. Il était sénateur à l'époque, il était sénateur en pleine campagne. Et c'était une rencontre, si tu veux, c'était pour moi une façon de comprendre ce qu'on voyait derrière la télé, qui était Barack Obama, on parlait de lui. J'étais curieuse. C'était vraiment au tout début de sa campagne. Et en plus, j'étais pas déçue. Aussi. Et j'étais pas déçue. Parce que les gens l'ont écouté avec tellement d'attention. Et moi, particulièrement, quand je l'ai écouté, j'essayais de comprendre qu'est-ce que ce jeune Américain issu, originaire du Kenya par son père, comment est-ce qu'il a réussi à captiver toute cette attention? Qu'est-ce qui a fait la différence? Et quand on l'écoute, on comprend d'où vient ce charisme. En fait, c'est des cicatrices qu'il avait en lui, qu'il a réussi à exploiter dans un sens positif, en inspirant les autres à aller de l'avant. Et je pense que cette connexion qu'on a avec lui quand on l'écoute, c'est vraiment parce qu'il sait humaniser son discours, il sait inspirer. Et en tant que jeune, quand je l'ai écouté parler du changement qui doit venir de nous. J'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Je pense que ça créait un déclic aussi. Je me suis dit, peu importe ce que je ferais à l'étranger, le plus important, ce serait de revenir et de participer à construire. J'espère que tu avais pris son contact quand même. Quand tu... Mais heureusement, je l'ai revu. Je l'ai revu à quelques reprises et je pense que la plus belle rencontre, c'était franchement avec Michelle Obama. C'est parce que je suis une femme, peut-être que je le dis, mais le fait de l'avoir rencontrée, elle, et d'avoir vu son parcours, en fait, Et elle, c'était beaucoup plus... C'était quand? C'était quand ils étaient déjà présidents? Non, elle avait quitté la Maison-Blanche quand je l'ai rencontrée pour la première fois. C'est après la Maison-Blanche, c'est récemment. Mais elle, quand on l'écoute, on comprend qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Elle a perdu son père, elle a perdu sa meilleure amie au même moment. Elle était découragée, peinée. Elle était loin de s'imaginer que quelques années après, elle deviendrait la première dame des États-Unis. Une histoire incroyable, mais qui montre qu'à tout moment, il faut garder espoir et se dire que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, le meilleur est à venir. Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené à initier la rentrée citoyenne et qu'est-ce la rentrée citoyenne? Alors, la rentrée citoyenne, c'est une initiative portée par la plateforme Intelligence Citoyenne, qui est une plateforme internationale de promotion du leadership féminin, de la citoyenneté, de la jeunesse. L'idée de notre plateforme, quand on l'a créée il y a 10 ans, c'était vraiment de nous dire que les opportunités qu'on avait, il fallait en faire profiter aussi les jeunes.
ne pas simplement se limiter dans la transmission de l'information, mais dans la transmission de l'expérience également. Mettre en avant des modèles qui vont inspirer les jeunes à croire davantage en eux, mais surtout à leur montrer la voie, et c'est ça qui a inspiré la grande rentrée citoyenne. C'est se dire qu'il faut absolument que, au-delà de croire en leur potentiel, que les jeunes se disent que l'avenir allait se construire ensemble. Donc c'était vraiment cette idée d'une ambition collective qu'on a voulu prôner à travers la plateforme Intelligence citoyenne et la grande rentrée citoyenne qui a mobilisé des milliers de jeunes depuis sa création, a, je pense, permis de montrer, de relativiser le succès, de se dire que le succès finalement, c'était quelque chose qui se construisait en permanence. Qu'on n'a pas forcément atteint un succès parce qu'on a réussi à gagner de l'argent ou parce qu'on a réussi à marquer un point. On marque des points et le succès, à mon avis, c'est le moment venu d'aller à la retraite et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que j'ai construit, mais surtout qu'est-ce que j'ai partagé. Pour moi, partager, c'est pas simplement partager de l'argent, c'est le don de soi à la communauté et je me réjouis de son temps, etc. Et je me réjouis du fait qu'il y a eu une adhésion totale à ce projet, que des personnes sont venues parfois de l'étranger pour parler de leur vécu. Et ça s'est toujours bien passé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va organiser ça à Abidjan très prochainement pour justement la rentrée citoyenne. La rentrée citoyenne, on va faire ça à Bien. Abidjan. C'est une des raisons pour laquelle je suis venue. Et voilà, c'était vraiment ça l'objectif initial. Et on ne s'est pas seulement limité à la grande rentrée citoyenne. Avec Intelligence citoyenne, on a cette rencontre qui s'appelle Entre elles, que l'on organise une fois par an au moment du 8 mars, pour justement pousser les jeunes femmes à être inspirées par leurs aînés, qu'elles puissent vraiment parler de leur parcours avec elles et que les plus jeunes puissent faire des plaidoyers. Tout comme je disais tout à l'heure, c'est important quand on est jeune d'avoir cette assurance de pouvoir se projeter face à un public, de dire ce qu'on pense. Et c'est cet exercice qu'on essaie d'organiser régulièrement avec les jeunes. Et donc il y a Intelligence citoyenne qui s'active vraiment dans ça et dans d'autres et d'autres choses que nous menons, pas seulement au Sénégal, mais à travers le continent et même le monde. D'accord, parce que la rentrée citoyenne, j'avais l'impression que c'était focalisé sur le Sénégal, que c'était, mais non en fait, donc vous pouvez le dupliquer ailleurs en fait. Oui. C'est le concept en fait que, voilà. que vous allez dupliquer. Donc vous emmenez en fait les jeunes, en fait, pas seulement les jeunes d'ailleurs, la société civile, enfin tout le monde dans une pièce pour discuter en fait des problèmes de la société et autres. En Exactement. fait, donc vous voulez le faire ici. On le fera à Abidjan. On le fera toujours au Sénégal, mais il y aura une édition désormais ici au niveau d'Abidjan. Et tout comme on fait le forum sur l'avenir de l'éducation que l'on organise, on l'a fait à Paris. On avait un comité scientifique de plus de 25 nationalités. Et ils sont venus tous ensemble pour réfléchir sur l'avenir de l'éducation. Parce que c'est se dire que l'Afrique, en réalité, n'a pas toujours à recevoir des leçons du reste du monde. On a également des expériences magnifiques ici, dans nos différents systèmes éducatifs qu'on peut partager. Donc l'idée de ce forum, c'était vraiment de comprendre d'abord, en associant autant d'expertise, ensuite d'anticiper, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes qu'on a, c'est parce qu'on fait face à l'immédiateté de certaines choses, de certains, comme la pandémie, on ne l'a pas anticipé et tout le système était mis à genoux parce que tout simplement, il n'y avait pas cette préparation. Donc l'idée de ce forum, c'est justement, au-delà d'anticiper sur d'éventuelles pandémies, je prie qu'on n'en ait plus jamais. Ne parlons plus de pandémie. Ne parlons plus de pandémie. Mais vraiment, l'idée de ce forum, c'est justement de montrer que, au-delà d'être un réceptacle, au-delà de tout le temps recevoir du monde, l'Afrique était capable de porter ce débat sur l'éducation et je me réjouis qu'autant de personnes aient pu nous rejoindre autour de cela. Tu portes des causes, mais qu'est-ce qui est la source de motivation? Je pense que ce sont mes racines. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut voyager à travers le monde, mais on ne peut pas oublier qui on est. Je suis née dans une famille où je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle, dont je porte le nom. Amissar, c'est le nom de ma grand-mère paternelle que j'ai malheureusement pas connue parce qu'elle a perdu la vie en voulant donner la vie. Et sa vie écourtée par
faut le dire, la précarité dans un contexte à l'époque où on ne savait pas vraiment ce qu'il fallait pour aider une femme dans son état, une femme enceinte, comment on pouvait l'aider à survivre à certaines choses. Tout ça a fait que, en permanence, il y a ce rappel constant de qui je suis, d'où je viens et du besoin de faire en sorte que plus personne, même si c'est très ambitieux de dire ça, mais la volonté, c'est vraiment que plus personne n'ait à perdre un membre de sa famille à cause de choses comme ça. Et de l'autre côté, c'est vraiment les femmes, justement, autant ma grand-mère que je n'ai pas connue, que cette grand-mère que j'ai connue, que j'ai perdue récemment, qui a été là pour ma mère et pour ses autres fils et filles, et qui a toujours cru en l'éducation. Elle marchait avec elle pour aller prendre le bus, malgré le fait qu'elle n'a pas été à l'école, elle était toujours là à leur demander est-ce que vous avez appris vos leçons. On a grandi en voyant cette femme forte qui avec les moyens qu'elle avait, cherchait tout le temps à préserver sa dignité, la dignité de ses enfants. Elle s'est battue comme pas possible pour leur assurer le minimum, le minimum dont ils avaient besoin pour exister dans une société et garder leurs valeurs. C'est également ma mère que je vois aujourd'hui être une femme formidable à la maison et formidable dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, elle est entourée de ses petits-enfants. Mais c'est vraiment ce regard que je porte sur ces femmes qui m'inspire et qui me donne la volonté, moi aussi, de jouer ma part. Et pour moi, la meilleure façon de jouer ma part, c'est aujourd'hui de communiquer avec la jeunesse, mais c'est aussi de tout le temps être ambassadrice de ce continent africain. Revenons un peu en arrière. Tu as eu ton emploi de IT, tu crées Intelligence Presse. Tu es toujours aux États-Unis. J'étais aux États-Unis, oui, à l'époque. Intelligence, je l'ai créée au Sénégal. Au Sénégal, à quel moment? Alors, je suis revenue au Sénégal en 2010. D'accord, donc tu es revenue. Je suis revenue en 2008, je pense, ou 2009. Et j'ai créé Intelligence. D'accord, et là tu t'es installée à Dakar. Je suis installée à Dakar, je suis très contente d'être à Dakar et on est dans une logique d'expansion. D'accord, tu arrives à Dakar, tu crées ce média et comment ça se passe pour toi? Pas évident, c'était pas du tout facile, tu sais, parce que j'étais jeune, j'étais femme, j'étais novice, c'était pas évident. Novice dans le sens où je découvrais un peu le milieu des médias parce que j'ai une formation en communication internationale, mais je ne suis pas journaliste de formation. Être dans ce milieu demandait beaucoup d'humilité parce qu'il y avait de vrais journalistes qui étaient là, qui avaient une formation, qui avaient un vécu. Et j'ai pas regretté en tout cas d'être allée vers ces personnes qui sont devenues quelque part comme des mentors. Moi, je suis pas venue en me disant je suis une femme, je vais travailler qu'avec des femmes ou que non, j'ai travaillé beaucoup avec les hommes de ce milieu qui m'ont accueillie comme une petite sœur, comme une amie et qui m'ont conseillé et leurs conseils m'ont été très utiles. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'hésite pas à demander conseil à ceux qui étaient là avant moi parce que j'estime que c'est comme ça qu'on enrichit son expérience par le vécu des autres. Et n'était pas évident, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup de curiosité. Les gens se disaient, mais c'est qui cette dame? Qu'est-ce qu'elle vient faire avec un nouveau magazine sur le marché? Les gens se demandent qui est derrière, etc. Il faut laisser parler quand des choses comme ça, quand il y a toutes ces curiosités. J'ai été conseillée justement par beaucoup de personnes qu'il ne fallait pas répondre, qu'il fallait laisser les gens découvrir par eux-mêmes. Donc c'est vrai, de temps en temps, je faisais quelques entretiens, je m'exprimais, mais en fin de compte, j'avais envie que les gens apprennent eux-mêmes à me connaître et à voir ce que je faisais. C'est pour ça que je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens, si on regarde, en 11 ans d'expérience, 12 ans d'expérience, je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens parce que j'aime laisser mon travail parler pour moi. J'aime laisser les gens découvrir. Et aujourd'hui, il y a je veux dire, avec toutes ces personnes qui avaient quelques a priori, des appréhensions, il y a cette forme de réconciliation parce qu'ils ont compris, c'est venu tout seul, ils sont venus vers moi la plupart en me disant « j'avais pas compris ». Je lui dis « effectivement », je dis toujours « effectivement », on apprend à se comprendre. Et c'est ça toute la beauté de la citoyenneté, c'est quand des citoyens apprennent à se connaître, à se comprendre. Tu dis que ça n'a pas été facile, mais apparemment ton humilité t'a beaucoup aidé aussi
à pouvoir un peu, je pense, surmonter ces obstacles. Si tu étais venu, bon, moi je connais tout, j'ai besoin de personne, je veux m'imposer, je pense que ça aurait été plus difficile. Ça aurait été beaucoup plus difficile parce que moi j'ai très tôt su qui je voulais avoir comme référence. Je le dis toujours, la première femme qui a créé un magazine au Sénégal culturel, c'était Madame Annette Maïderneville. C'est la première femme journaliste du Sénégal. Elle a été, du temps de Senghor, une journaliste en vogue. Et juste avant de venir à Abidjan, j'étais allée la voir, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Je viens toujours recueillir ses prières, ses conseils. Et des femmes comme Madame Maïmouna Kane Touré, qui malheureusement n'est plus... a été arrachée à notre affection il y a quelques années. Ce sont ces femmes qui ont été des pionnières, qui ont vraiment été mes références. Je suis allée très tôt vers elles. Elles m'ont accueillie, elles m'ont accompagnée, soutenue, encouragée. Et avec elles, j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'une fracture entre nos générations. Qu'en réalité, les valeurs étaient là à travers leur vécu, à travers leurs mots. Et moi, en tout cas, avoir eu ces femmes, ces références autour, je ne peux pas citer tout le monde, mais j'ai beaucoup de femmes comme ça que je connais par la grâce de Dieu et qui ont vraiment été là pour m'épauler. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je dis quand même j'ai beaucoup de chance d'être née dans un pays où être femme n'est pas un obstacle. Être femme au Sénégal aujourd'hui, c'est une richesse. On a un contexte très propice à l'essor de ce leadership féminin. Récemment, il y a eu la loi criminalisant le viol. À l'Assemblée nationale, il y a eu la loi sur la parité qui fait qu'aujourd'hui, on a 50% de femmes députées à l'Assemblée. Quand on voit des pays où il n'y a que 5% de femmes au niveau de l'Assemblée nationale, et qui pour moi est une véritable menace au développement, parce que comment la moitié de la population ne peut pas être représentée, avoir une meilleure représentativité au niveau des assemblées, au niveau des parlements. Donc ça n'a pas été facile, mais très sincèrement, je me sens très chanceuse d'avoir été soutenue par, j'avais envie de dire par tout le monde, parce que vraiment, cette page Facebook, quand je l'ai créée, Aïssata, j'avais aucune idée que ça monterait aussi vite. Aujourd'hui, je crois qu'on est à près de 2 millions, mais ça, c'est que le soutien et la générosité des Sénégalais, des Africains. Et je pense que c'est un sentiment partagé aujourd'hui, que quand on est jeune dans ce continent, les gens vous ouvrent les portes et vous encouragent. Et j'ai toujours eu la chance de pouvoir compter sur mes parents qui m'ont énormément soutenue à tous les niveaux et que je ne remercierai jamais assez pour être les premiers rôles modèles en fait pour moi. Les premières références, ce sont mes parents. Malgré le succès, il y a des difficultés, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des difficultés. Bon, après, c'est la passion, la motivation pour ce qu'on fait, le fait qu'on aime le travail qu'on fait qui nous pousse à continuer. Oui. Donc moi, je veux un peu creuser sur les obstacles. Alors, des obstacles, il y en a eu énormément, énormément. Et il y a des moments où j'avais vraiment envie d'abandonner. Il y a eu ces moments où j'étais dans un questionnement, je me disais, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Parce que parfois, on se heurte à des incompréhensions, on se heurte à des rivalités inutiles, on se heurte à de la mauvaise concurrence. Et je pense qu'il faut le dire, c'est vrai, comme je disais tantôt, je me suis sentie bien accueillie, bien accompagnée. Mais il y a des choses dont on parle moins parce que tout simplement, je trouve que ce n'est pas aussi important. Le plus important, c'est en fin de compte de se rendre compte qu'il y a une adhésion vraiment quasi unanime autour de ce qu'on fait. Mais je dirais qu'effectivement, autant en tant qu'entrepreneur, ce qui a été le plus difficile pour moi, je dirais, c'est vraiment la gestion des relations humaines, des ressources humaines. Quand on est jeune au Sénégal, c'est pas facile. Quand on est jeune, et partout d'ailleurs, c'est pas qu'au Sénégal, c'est partout. Quand on est jeune, qu'on est femme, qu'on est dans un milieu où les gens ont l'habitude de voir des cinquantenaires, des quarantenaires dirigés. Et des hommes aussi. Et des hommes. Tout d'un coup, on est une femme et on cherche à travailler avec des hommes qui
qui ont l'habitude de travailler avec des hommes de leur plus âgés ou qu'on se retrouve à travailler avec des personnes plus âgées que nous, beaucoup plus âgées que nous. Je pense que dans mes débuts, c'est ça qui a été le plus difficile. Et c'est après que j'ai compris que les gens avaient des préoccupations tout à fait légitimes. Est-ce qu'elle allait rester? Est-ce que son entreprise allait survivre? Est-ce que son entreprise allait résister aux difficultés que l'on connaît dans le milieu de la presse? Il y avait tellement de questions légitimes que ces personnes avaient au tout début, naturellement, avant que mon travail soit davantage reconnu. Ce qui fait que souvent, on est obligé de faire beaucoup de choses seul parce que la passion qu'on a quand on fait quelque chose au début d'une aventure entrepreneuriale comme ça, je pense que c'est pas facile de rendre ça contagieux au début. Oui, voilà, de transmettre cette vision et cette passion. On ne peut pas transmettre ça au début aussi facilement. Et c'est au fur et à mesure que les gens adhèrent, qu'en interne on adhère. Et j'ai la chance, en tout cas, au fur et à mesure, d'avoir, dès lors que j'ai réussi à avoir le soutien de cette équipe-là qui s'est construite au fur et à mesure, avec naturellement, comme dans toutes les entreprises, des gens qui sont venus, qui sont partis, je me suis sentie extrêmement épaulée par la suite par cette équipe. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un événement, j'ai une pensée forte pour ceux qui étaient là au départ, qui sont restés longtemps avec moi, les personnes qui ne sont plus avec moi aujourd'hui, mais qui ont contribué à ce qu'on a réussi à construire. Et c'est pour ça que je dis les obstacles dans toutes les entreprises humaines. Il y aura des obstacles, mais c'est les surmonter en gardant sa dignité. Parfois, quand on est une femme, qu'on est une personnalité publique, on entend des choses, comme beaucoup de femmes, des choses injustes. Souvent, les gens, comme je disais tantôt, quand ils ne savent pas, ils inventent, ils imaginent, ils créent, parfois de fausses rumeurs. Quand on ne sait pas, c'est quoi ce milieu de personnes connues, on peut avoir peur, on peut paniquer, on peut se dire mais est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie d'être dans ces calomnies? Est-ce qu'on a envie de supporter ça? C'est pas facile. Et je pense que c'est ce qui a été le plus difficile au fur et à mesure que je devenais, que les gens reconnaissaient mon travail, etc. En fait, je pense que ça allait très vite. Ça allait très vite. Et c'était difficile. Et je me rends compte, quand j'échange avec des femmes qui sont elles aussi dans la même situation, beaucoup se sont retirées. Beaucoup se sont retirées parce qu'elles se disent « j'ai envie d'exister, certes, mais pas en recevant des coups ». Et j'ai pensé, c'est là où je dis que c'est important d'avoir des références quand on commence une entreprise comme ça. Ces références qui ont beaucoup parlé avec moi, eh ben, elles m'ont aidé à m'affirmer et à accepter de recevoir des critiques, à accepter d'être calomniée même et ne jamais répondre. Moi, je ne réponds jamais. Au contraire, je prie pour ces personnes avec l'espoir qu'elles comprennent un jour que c'est dans l'unité qu'on se construira. Et donc, ça, c'était vraiment au début. Aujourd'hui, je ne ressens plus ça vraiment. Aujourd'hui, je me sens très, très, très soutenue, encouragée et je suis très honorée de faire le travail que je fais et d'être entourée par autant de belles personnes. Parle-nous un peu du côté personnel, côté familial, parce que tu fais beaucoup de choses. Tu arrives à mener une vie personnelle séparément, avec tout le travail que tu fais, tu arrives à mener les deux? Je parviens à mener les deux, mais la vérité, c'est que quand on est engagé dans autant de choses, on s'oublie. On s'oublie, on est submergé par tellement de travail. On a tellement d'attentes, qu'on est plus préoccupé par ce souci de ne pas décevoir, de ne pas décourager. Je pense que j'ai passé les dernières années à essayer d'être à la hauteur de ces attentes, au point de m'oublier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. En 2019, tu as été classée parmi les 100 jeunes les plus influents du continent africain par l'Africa Youth Awards. À ton avis, quelles sont les actions que tu as entreprises pour pouvoir mériter ce prix? Alors,
Je pense que ça devrait être le 4e classement comme ça que j'ai reçu de façon tout à fait inattendue, qui me classait parmi les 100 jeunes les plus influents de l'Afrique. Alors, moi, c'est des titres que je trouve très gros. Et donc, j'accueille toujours avec beaucoup de recul, même si je suis très fière d'être désignée. J'accueille ces prix toujours avec beaucoup de recul parce que l'influence, elle est assez relative. Mais évidemment, on peut que ressentir beaucoup de fierté quand on est distingué parmi ses pairs. Mais je dirais tout simplement que, à mon humble avis, c'est effectivement les actions qu'on a eu à poser en faveur d'une Afrique solidaire, émergente, unie. Quand on a eu à faire des événements à travers le continent, on a été invité dans plusieurs pays où l'idée c'était toujours d'intéresser les jeunes à leur avenir, qu'ils soient dans une logique non pas d'attendre, non pas dans une logique de perspective, mais de construction. Je pense que c'est un discours qui a résonné. Et ça a été toujours accompagné de très grands événements. J'évoquais tantôt le forum sur l'avenir de l'éducation qui nous a justement valu d'être récemment en 2021 distingué par le MIPAD, qui est Most Influential People of African Descent, qui se fait en partenariat avec les Nations Unies. Dans ce parcours, j'ai eu l'honneur d'avoir été à maintes fois sollicitée par les organismes des Nations Unies pour être ambassadrice et une cause qui me tient à cœur, Aïssata. C'est les apatrides. Comment tu sais? Je sais parce que je me prépare quand même. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, Aïssata, parce que quand je regarde le nombre d'enfants aujourd'hui qui arrivent au niveau des classes d'examen et qui sont obligés malheureusement d'abandonner parfois, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être inscrits, sans papier, ou des enfants qui sont abandonnés en pleine rue parce que les parents ne veulent pas les déclarer, ne veulent pas les assumer, donc on les abandonne comme ça dans un marché sans papier. Et finalement, même quand on les adopte, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Ils sont sans identité. Parfois, il y a des législations, des lois qui font que des femmes ne peuvent pas donner la nationalité à leurs enfants. Et tout ça fait que des enfants sont sans nationalité, se retrouvent en réalité comme des réfugiés, avec des parents qui existent sans papier. Et ça, c'est troublant. Et j'ai eu l'honneur, aux côtés du HCR, de défendre cette cause et de pousser à ce que les personnes dans cette situation très précaire puissent être reconnues et puissent vraiment profiter de la vie sans devoir être dépendantes de ces papiers qui n'existent pas. Les gens, parfois, ils méritent une deuxième chance. Et c'est une cause qui m'intéresse particulièrement. Et tout comme l'abandon scolaire des filles, qui est très préoccupant, je sais que c'est un problème partout en Afrique. Au Sénégal, ça l'est vraiment parce que dans mes activités, je vais souvent dans des écoles, je parle avec des proviseurs, surtout dans les écoles de jeunes filles où j'ai à maintes reprises été marraine de promotion ou de remise de prix, de cérémonie de remise de prix. Et à chaque fois, c'est avec le même regard consternant, désolé, que des proviseurs me disent « Mais Ami, est-ce que tu sais que notre telle qui était la meilleure, on nous l'a arrachée pour la marier de force ?» Et c'est quelque chose qui revient souvent. Des femmes qui ont un potentiel énorme. Et je profite de cette interview pour encore une fois dire à ces femmes que, comme je disais tout à l'heure, quand je parle de ne pas se compléter par qui l'on est, de chercher vraiment ces compléments ailleurs, mais ne jamais avoir le sentiment qu'une personne peut totalement combler un vide au point où l'on décide de dépendre totalement d'elle. Parce que quand un divorce survient, quand l'impensable survient, quand on se retrouve seul avec des enfants, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est très difficile de devenir tout d'un coup indépendante et de devoir dépendre de soi seule. Donc je pense qu'il faut justement cette culture d'une dépendance sur soi d'abord. C'est très important à mon avis de cultiver ça très tôt. Et c'est là où le cadre familial peut aider
à justement stimuler, booster ses potentiels pour que quand on parle de leadership féminin, que ce ne soit pas simplement de la discrimination positive, mais que l'on puisse également déceler cet apport réel, utile des femmes par l'excellence académique. Mais ça requiert la sensibilisation des parents, souvent. Absolument. Ce sont les parents qu'on doit sensibiliser. Ce sont les parce parents. que c'est eux qui font ces mauvais choix parfois. Ce sont les parents qui font ces mauvais choix. Et malheureusement, là où c'est très difficile pour moi de les juger, c'est parce que souvent ils le font dans l'inconscience et dans la précarité. L'inconscience parce que on ne sacrifie son enfant vraiment que dans l'inconscience ou à contre-cœur. Mais quand récemment à Dakar, il y a une région où les inspecteurs d'académie, les professeurs, à travers la SCOFI que je salue d'ailleurs, l'association des enseignantes, etc., qui sont venus, ils m'ont dit, mais le taux d'analphabétisation des filles est encore très élevé ici. Ils me disent, et vous savez pourquoi? Parce qu'on pense encore en 2020, en 2021, que les femmes, elles auront toute leur dignité qu'en étant au foyer. Et qu'on n'a pas besoin vraiment d'investir autant dans les études parce que ça ne sert à rien. Après, elles n'auront pas de métier et on va perdre, alors qu'il vaut mieux éduquer un fils et demain qu'il puisse gérer sa famille. C'est là où je me dis qu'il y a une évolution des consciences de façon disproportionnée et qu'il faut être tolérant vis-à-vis de ces personnes qui n'ont pas le même regard que l'on porte sur le leadership féminin et se dire qu'effectivement, en 2021, quand on retire une fille de l'école parce qu'on pense qu'elle ne peut pas, c'est souvent parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas été exposé à des modèles de femmes qui ont réussi et qui sont capables de développer des choses. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation dans ce domaine, qu'on va dans des écoles, etc., pour sensibiliser et faire voir aux parents, surtout aux pères de famille, que leurs filles peuvent demain les aider. Que si on a des femmes médecins, si on a des femmes pilotes d'avion, si on a des femmes qui occupent tous ces milieux qui étaient réservés jadis aux hommes et qui brillent aujourd'hui par leur excellence, c'est parce que leurs parents ont cru en elles et leur ont donné la chance d'une éducation de qualité. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. J'adhère. Merci, Amy. Merci à toi. C'était un plaisir d'être ici. Vraiment. Dans les locaux d'Abidjan.net. Merci de nous avoir rendu visite. Et c'est vraiment de très beaux locaux. Merci, mais on ne va pas finir quand même sur cette note. On va passer au cadeau. Donc, le petit cadeau qu'on fait. C'est moi qui devais amener des cadeaux. Ah, non, absolument pas. En fait, nous, on fait la promotion des entrepreneurs. Ah, c'est très bien. Donc, des entrepreneurs africains. Nous sommes dans la semaine du bien-être. Ah, super. Voilà, donc en fait, c'est le 12 juin. Oui. Et donc, on s'est dit qu'on allait te donner tout ce qui a à voir avec le bien-être. Donc, on t'a pris des produits pour le corps. Donc, tu peux ouvrir. Hein. Tu peux ouvrir, oui, tu peux montrer. Ouvrir. C'est une jeune dame qui fait ça. Elle est basée ici, en Côte d'Ivoire. Sanyani. Sanyani, ça veut dire propreté. Donc, super. Voilà. Donc, ce sont des produits, tu pourras regarder. Hein. Gommage corporel. Voilà. Ça donne envie. Hein. Ça, chantilly de beurre de cacao. Oui. Tu vois, non, ça donne envie. C'est la semaine du bien-être. Savon noir. Voilà, savon noir. Super. Et ça, c'est quoi un gommage? Alors ça, c'est un gommage au café, je pense. Oui, au café. Et tu sais, en plus, la boîte est superbe. Avec la petite cuillère pour mettre sur ton filet. Il y a un mot. Femme noire, ta peau est magnifique. Okay, peu importe ta carnation, utilise juste les produits adéquats pour la mettre en valeur. Un très joli mot. Voilà. Et là, on t'a pris une box bien-être. Tu vois qu'on ne fait rien par hasard. Hein. Tout est calculé et réfléchi. Donc, la box bien-être, c'est, voilà, tu verras, il y a du thé, il y a des petites bougies, voilà, Maison Pécosse avec qui on travaille, qu'on aime beaucoup. Et il y a du thé, il y a le stick, voilà. Elles sont bien. Et puis, ce sont des noms de villes, en fait. Made in Côte d'Ivoire. Oui, tout est fabriqué localement. C'est génial. Ouais. Je suis gâtée. Tu vois et puis nos talents africains sont là et nombreux. Et puis on t'a pris une petite paire de sandales juste pour compléter. Tu sais quand tu t'en vas au spa là, bah oui, je suis on t'a pris des sandales. Ça c'est typiquement ivoirien. Hein. C'est Co & Clo, c'est une jeune dame qui fait ça aussi localement. J'espère que c'est ta pointure. On a pris du 40. Si c'est pas bon, on peut échanger. C'est ma pointure. C'est parfait. T'as bien choisi.
Alors, on est dans cette logique également de promouvoir les talents sénégalais et ma robe a été cousue par une créatrice qui s'appelle Fatima. Sa marque, c'est Sofatou. Ah, mais je connais. Si tu me permets, je vais la... Oui, absolument, Sofatou, on connaît très bien. On entend beaucoup parler de Sofatou. Elle est très dynamique et j'avais envie de porter ses tenues pendant ce séjour ivoirien pour lui dire qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle puisse continuer à briller. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Annie. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.